Vous avez été tous témoins. On va commencer par cette actualité brûlante au sein de l'AES. L'hiver noir dont a parlé le capitaine Ibrahim. L'hiver noir. Je vous avais dit à cette époque, permettez-moi de me recalibrer. Permettez-moi de me recalibrer rapidement et puis je vais vous faire écouter ça parce que c'est fondamental pour nous tous. Et je vais revenir à partir de ce talon. Ne soyez pas pressés. Pour nous, c'est important de... Ok, d'accord. Permettez-moi, je vais revenir ici. Oui, on a vu que tout le monde a vraiment applaudi le président du Niger pour ce qu'il a fait. D'accord? Permettez-moi, je vais... Oh là là, je crois que je n'ai pas envoyé... Non, mais j'ai dû envoyer ça ici. Oh, il est là. Oh là 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 là. Donne-moi une seconde et voilà. Écoutez ceci d'abord. Écoutez ça. Guerre improbable. Et comme la guerre improbable. Et comme la guerre est improbable, parce que tout le monde craint qu'elle dégénère en escalade nucléaire, alors on va déporter l'affrontement idéologique entre l'Est et l'Ouest sur des terrains neutres. Non, non, non. Écoutez bien ce que le monsieur dit. Je vais ramener en arrière. Voilà, merci. Je vais ramener ça ici. Je vous en prie, écoutez très bien. Si là-bas on a un problème de son correct, vous me faites signe. Et puis on va écouter très bien, je vous en prie. Allons-y. Guerre improbable. Et comme la guerre improbable. Et comme la guerre est improbable, parce que tout le monde craint qu'elle dégénère en escalade nucléaire, alors on va déporter l'affrontement idéologique entre l'Est et l'Ouest sur des terrains neutres dont on pense qu'ils ne peuvent pas amener à cet enchaînement nucléaire. Et l'Afrique va être à ce moment-là l'endroit privilégié pour que les deux idéologies par proxy interposent. Est-ce que vous avez entendu ce qui a été dit? Je souhaite que les idiots présidents qui sont à la tête de certains de nos États, je parle de l'idiot Alassane Ouattara, le pervers président, le vendu, l'esclave de salon. Alassane Ouattara était un esclave de salon. Le blanc à la peau noire. Patrice Talon était un esclave de salon. Oumarou Embalo Sissoko était esclave de salon quand il a été chassé. Une parenthèse. Quand les gens disaient que c'était un coup d'État arrangé, je dis que je ne rentre pas dans ce registre. Je dis, même si c'est, allez-y, écoutez ce que j'ai dit. Je dis, même si c'est un coup d'État arrangé, rien ne dit que ceux-là, ils vont faire la volonté de Oumarou Embalo Sissoko. Est-ce qu'ils n'ont pas claqué la porte à la CEDEAO? Est-ce que c'est pour ça que Oumarou Embalo Sissoko aurait demandé qu'il fasse un coup d'État? Je ne suis pas meilleur pour je sais pas, I don't know, mais je pense que je suis bon dans ce que je fais. Et très excellent dans ce que je fais. Mes analyses, on peut me détester, on peut me haïr, mais il sera difficile de me contredire à ce niveau. J'ai dit que ce soit un coup d'État voulu par... Vous avez vu, tout le monde s'est excité. Mes sources, il y a des gens même qui ont fait des appels vidéo ou des appels audio à Guinée-Bissau. Vous avez entendu, j'ai dit, je m'en fous de tout ce que vous écoutez à gauche et à droite. Je connais ce que Dieu m'a mis dedans et c'est ça que je vais dire. Je ne répète pas comme un perroquet ce que les autres disent. Aujourd'hui, là, c'est pas ces militaires à Guinée-Bissau qui ont dit qu'ils veulent plus voir la CEDEAO. C'est pas eux qui ont dit, et ce n'est pas tout. C'est pas eux qui ont filé l'info pour que le jet privé dans lequel se trouvait la femme d'Oumarou Embalo Sissoko avec 5 millions d'euros, calculé, ça fait combien de francs CFA, en liquide, ça a été saisi à l'aéroport. Ils ont laissé sa femme passer, elle était avec son envoyé, ils ont arrêté l'envoyé et ils ont bloqué l'argent des Guinéens. La Guinée-Bissau.
Alors, pourquoi quelqu'un qui vous dit de faire coup d'État pour que lui, il soit protégé, pourquoi vous saisissez son argent? Pourquoi vous humiliez sa femme? Pourquoi vous claquez la porte à la CEDEAO? Si c'est réellement un coup d'État arrangé. Allez-y réfléchir encore. Et puis revenez me dire. J'ai pas fini. Je rends gloire à Dieu. Mais je ne suis pas content. Akita, comment tu peux rendre gloire à Dieu et puis tu n'es pas content? Dieu sait très bien de quoi je parle. Parce que moi, je communique avec mon Dieu, j'échange avec mon Dieu. Pourquoi je rends gloire à Dieu? Je rends gloire à Dieu parce qu'il a établi là-bas. Pourquoi je rends gloire à Dieu? Je rends gloire à Dieu parce que il a établi une vérité. Une vérité qu'il a mise dans ma bouche et j'ai dit. C'est quelle est cette vérité-là? Je disais à l'époque, je dis, ce qui se passe dans le Sahel, si vous pensez que la guerre en Ukraine ne va pas se déporter sur nous, vous vous trompez. Et j'avais même dit que je demande à tous ceux qui croient que ce que je dis est blablabla. Je demande à cause de Dieu, désabonnez-vous parce que c'est pas votre place. Votre esprit est trop perfide, trop petit pour comprendre la grandeur qui est dedans ici. Cette affaire d'Ukraine là. Est-ce que ce n'est pas ce qu'aujourd'hui le monde occidental peut utiliser contre nous? Et si j'avais été écouté, ou si je n'ai pas été écouté, alors dites-moi, pourquoi nos présidents sont en train d'équiper nos forces armées avec une telle rapidité, avec des équipements qui coupent le souffle? Parce qu'ils ont compris. Le seul qui disait que ce qui se passe en Ukraine va finalement venir chez nous. Mais est-ce que c'était de gaieté de cœur que je disais? Non. Parce que mon esprit est connecté au siège divin de l'Éternel. Et quand le dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, le pain quotidien dont la tête a besoin ce jour-là, il ouvre le petit robinet et puis ça descend et ferme. Le reste, ça, c'est pas pour toi, Keita. Je t'ai envoyé pour le, ce qui, mais on m'a pas écouté. Oh, les gens viennent, mes sources, mes soucis, mes ceux-là. J'ai dit, vous êtes tous des plaisantés, des enfants à côté de Keita. Keita joue dans la cour des grands. Est-ce que je me vante? Alhamdulillah, parce que j'ai pas de source. Pourquoi je me vante? Parce que là, ce qui sort de ma bouche, aujourd'hui encore, Dieu vient de confirmer à travers ce petit français. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne pourra pas gagner cette guerre nucléaire. On ne peut pas provoquer Poutine. On ne la gagnera pas. L'arme nucléaire, on ne peut pas l'avoir chez nous. Alors, puisqu'on ne peut pas gagner Poutine en Ukraine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déporter la guerre dans le Sahel. L'hiver noir dont a parlé Capitaine Ibrahim, voilà ça. Je vous donne les clés pour comprendre le langage de nos trois chefs d'État. Je n'ai pas dit les chefs d'État africains. Je dis, je vous donne les clés pour comprendre le langage de nos trois chefs d'État. J'ai pas dit 4, j'ai pas dit 5, j'ai dit 3. Le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le président Tiani, Abdraman Tiani. Ils savent qu'au Mali, il y a quelqu'un qui a la clé pour décoder tout ce qu'ils disent. L'hiver noir, on va en parler, ne vous en faites pas. Ça, c'est une des raisons. L'hiver noir dont a parlé le capitaine Ibrahim. Premier élément, ce sont les attaques directes contre la vie de nos présidents. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, comment on appelle, Tiani. Assimi Ibrahim Tiani. Ils ont essayé. Je vous amène à comprendre, je vous en prie, écoutons-nous. Ça ne sert à rien de dépenser votre argent pour venir me regarder si vous n'écoutez pas. Je ne vous dis pas d'être d'accord avec moi. Si vous m'écoutez, peut-être que vous serez mieux outillé après pour m'attaquer.
Mais si vous parlez dans la précipitation, vous n'allez rien comprendre. Si vous voulez m'attaquer, moi je suis oint par Dieu, établi par Dieu. Vous voulez m'attaquer, vous allez être humilié. Si vous avez raison, calmez-vous. Peut-être que ceux qui vous ont donné l'argent pour venir m'attaquer, quand vous allez finir de m'attaquer, vous allez même pas la terre. Vous dire que je ne suis pas votre camarade. Oui, à quoi Gaucho? Ok, merci. Non, non, non. Tu n'as pas besoin. Les gens n'ont pas besoin d'écouter ça. J'ai écouté. Il faut aller. J'ai écouté. Je regarde, faut aller. C'est bon. Il a un problème. C'est-à-dire que... Alors, donc, je reviens. Nos trois présidents, l'Occident a voulu utiliser, premièrement, écoutez très bien, je vous en prie, l'Occident a voulu utiliser nos services de renseignement. Parce qu'ils savent que nous, on ne sous-traite plus le renseignement avec la DGSE. Alors, comme ils ne contrôlent plus le renseignement chez nous, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous atteindre? Infiltrer le renseignement comme Israël le fait en Iran, jusqu'à ce que tout récemment, on a démantelé plus de 2000 agents infiltrés du Mossad au Liban et en Iran. Je répète, plus de 2000. Je dis mais plus de 2000. Attention, c'est pas des gens c'est pas des Israéliens, ce sont des Iraniens recrutés par le Mossad pour travailler contre la République islamique d'Iran. Plus de 2000, ils ont été, après la guerre, pendant la guerre, pardon, ils ont arrêté beaucoup, mais récemment, je crois, il y a eu, la semaine dernière, je crois, cette semaine ou la semaine dernière, ils ont arrêté près de 2000 Iraniens qui travaillaient au compte du Mossad, c'est-à-dire le renseignement israélien. Ils ont essayé de recruter des gens au Mali. Ils ont échoué. Ils ont essayé de recruter au Burkina. Ils ont échoué. Ils ont essayé de recruter au Niger. Ils ont échoué. Ce qui explique le retard d'Ibrahim le lundi dernier à Bamako. C'était prévu qu'il arrive puisque le général Tchani a coordonné son plan de vol avec celui d'Ibrahim. Les deux devaient arriver à quelques minutes seulement près, de sorte que les trois dans la vanne blanche que vous avez vue, à un moment donné, ils devaient s'arrêter, faire à peu près 1 kilomètre à pied. C'est ce qui avait été prévu. Mais Ibrahim, à la dernière minute, contre son gré, était obligé d'appeler ses homologues et leur dit qu'il ne pourra pas arriver, mais il va très tôt le lendemain matin, il sera, parce que il avait été, ce que je dis, je vous répète, j'ai pas de source. Je n'ai pas de source. Si quelqu'un prétend être ma source, que Dieu le brûle en enfer, que Dieu fasse descendre la foudre sur sa maison. Personne n'est source de Keïta. Il n'en connaît pas, il n'en veut pas, il n'en a pas besoin. C'est quand vous ne vous faites pas confiance dans la prière que vous avez des sources. Mais quand vous avez un Dieu, il vous enseigne mieux que n'importe quelle source au monde. Les sources peuvent vous manipuler. Les sources peuvent vous mentir. Alors donc, pour revenir au capitaine, il a reporté son voyage. Donc, quand il est arrivé, il y a eu un entretien entre les trois présidents. À peu près, ils étaient à peu près dans le bureau du président Koïta à Koulouba. Ils étaient là-bas à peu près, ils ont fait, d'après ce que j'ai entendu, 3 heures à 4 heures de temps, les trois. Ils ont discuté. Et c'était pas pour parler, puisqu'on savait déjà le programme du deuxième sommet des chefs d'État de l'Alliance. C'était pas pour parler de ça, puisqu'il y a eu des experts qui ont travaillé, les ministres ont travaillé. Alors pourquoi pendant 3 heures de temps, les chefs d'État vont aller s'enfermer? C'est parce qu'il y a des informations cruciales que le capitaine devait donner à ses homologues, à ses deux frères, à son grand frère, le général Tiani, et le général Goïta, sur ce qui était préparé pour accuser. Je vous ai dit que ils avaient planifié une attaque contre l'avion du président dans l'espace aérien du Mali. Donc, en parlant de l'hiver, c'est pourquoi Ibrahim, quand il est sorti,
Il n'a pas parlé avec la langue de bois. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a framponné, comme dit mon petit frère Soulé de Paris. Il a chicoté, il a allumé, et l'hiver noir. Je vais vous ramener encore en arrière. Ne vous en faites pas. On va revenir en arrière parce que on a besoin d'écouter ça. Guerre improbable. Et comme la guerre est improbable, parce que tout le monde craint. La guerre improbable, ce n'est pas le langage correct. Puisque nous n'allons pas gagner contre Poutine, voilà le langage correct. Comme nous n'allons pas gagner improbable, c'est pour amadouer les Français, c'est pour manipuler les esprits faibles. Mais des avertis comme nous, des aguerris comme nous, des informés comme nous, quand vous dites une guerre improbable, ça veut dire vous n'allez pas gagner cette guerre. C'est une rhétorique. On appelle ça, j'ai pas envie de dire le syllogisme, mais on appelle ça l'euphémisme. Je préfère l'euphémisme que le syllogisme. L'euphémisme, c'est une façon d'atténuer une expression gravissime, pour atténuer le caractère brutal d'une vérité. On appelle l'euphémisme. Il faut atténuer. Et c'est ce qu'il fait. Il ne peut pas dire, cette guerre, on l'a perdue. Mais il dit, elle est improbable. On n'est pas certain de la gagner. Mais en un mot, on a déjà perdu cette guerre. Alors, comme on ne veut pas perdre la face devant la Russie de Poutine, il faut aller sur un autre terrain. Mais pourquoi ne vont-ils pas en Amérique latine? Pourquoi ne vont-ils pas à Cuba, au Venezuela ou dans d'autres pays où Poutine y est? Parce qu'ils ont déjà préparé un terrain ici en Afrique avec des idiots présidents, des bâtards présidents, deux qui vont brûler l'affaire. Patrice le voleur, le bâtard président des Béninois et le bâtard président en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Parce que les deux ont décidé de mettre le territoire de leur pays à la disposition de la France pour attaquer l'AES. Et je ne vais pas presser. Je viens avec les bombardements de l'armée américaine, je vais vous donner la vérité. Je ne vais pas presser. Keïta prend son temps, vous le connaissez. Parce qu'ils savent que le terrain est déjà préparé ici. Ils ont déjà des terroristes ici. Ils ont déjà tenté une première opération. Et là, je vais interpeller le président Ousmane Sonko de PASTEF, de faire asseoir son frère Diomaye Faye. Dieu l'a utilisé pour que Diomaye soit président. Mais Diomaye n'a pas fait attention. Pour le moment, je ne parle pas. Parce que je respecte les Sénégalais et les Sénégalais me respectent, même si on n'est pas d'accord. Mais je ne permettrai pas jusqu'à ma mort que le Sénégal soit une terre hostile à l'AES. Ousmane n'a qu'à commencer à poser les jalons, les limites. Parce que c'est du Sénégal que l'ambassadeur de l'Ukraine, ou du moins c'est du Sénégal à l'ambassade d'Ukraine au Sénégal qu'ils ont reconnu leur implication terroriste dans des attaques contre nos forces armées. Moi, j'aurais souhaité voir le Mali interpeller, les trois pays de l'AES, interpeller l'ambassade du Sénégal dans nos pays et envoyer un message clair. Au cas où ça se répéterait, toute relation diplomatique avec le Sénégal, on arrête. Parce que le Sénégal ne peut pas être la base arrière de l'OTAN pour déstabiliser l'AES. Et c'est ce à quoi on a assisté au Sénégal. On a vu le renseignement ukrainien à partir de l'ambassade du Sénégal vanter les mérites qu'ils nous ont, le tort qu'ils nous ont causé. Ils ont reconnu et affirmé que c'est eux qui ont appuyé les terroristes pour nous faire mal. Parce que selon eux, il y a des supplétifs russes qui sont avec nous. C'est comme nous sommes les seuls pays au monde à avoir signé des accords de défense avec la Russie. Même en Europe, il y a des pays qui ont des accords de défense avec la Russie.
Nous ne sommes pas les seuls pays au monde. Il y a beaucoup de pays. La démonstration éclatante est en train d'être faite aujourd'hui au Venezuela. Mais le Sénégal a laissé ça. Et ça s'est répété une deuxième fois. Alors, moi, je voudrais que, parce que j'ai vu le Niger qui a répondu de façon claire aux États-Unis par rapport à cette histoire de restriction de déplacement. Je ne dis pas soyez comme Keïta, parce que Keïta, il est fier, il est arrogant, il est orgueilleux. J'étais dans le pays des petits Américains. Wallah, je jure sur le Coran et la Torah, sur la parole de Dieu. Les Américains me voient, respect et considération. Moi, je ne me voyais pas comme un petit nègre qui est venu dans le pays des hommes riches. Non. Je me mettais au-dessus des Américains. Et on me respectait avec ça. Même quand j'avais des comptes à règles, même quand j'allais dans une administration où j'allais à la police pour des trucs, moi, je me rappelle, il y a un juge qui m'a dit, hey, j'étais trop vite dans mon truc là, tes excès de vitesse, il faut arrêter. Mais moi, j'ai assumé, je dis toujours, j'assume mes actions. Quand on me dit d'aller faire travaux d'intérêt public, je dis, je ne peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je ne peux pas accepter ça. C'est combien? On me dit $300. Je dis, voilà l'argent. On dit, mais toi, tu es qui même? Je dis, je suis Cheikh Marquita, je vais du Mali. On dit, Mali, c'est où je sors la carte, voilà ça. Je me faisais travaux d'intérêt. Il dit, pourquoi je fais travaux d'intérêt? C'est ce que tout le monde fait. Il dit, tout le monde en fait parce que moi, je n'ai pas, même si c'est mon dernier centime que je dois donner, je donne parce que j'ai un honneur, j'ai une dignité. Je ne vais pas balayer dans vos rues. Voilà votre argent. Je paye, je viens, je monte avec la facture et puis je donne. Un mois, 2 mois après, on me dit à quoi il y a excès de vitesse. J'ai dit, bon, pardon, je te même pardon, je peux te voir dans mon truc ici. C'était pas pour ça, c'était juste pour les excès de vitesse. C'est tout. Parce que j'avais ma voiture, donc je voulais comme je voulais. Moi, je me suis jamais rabaissé devant le petit Américain, peu importe qui ils étaient. Alors, l'Ukraine a choisi le Sénégal pour nous attaquer. La première fois, quand le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a interpellé l'ambassade du Sénégal et de l'Ukraine, oh là là, en tant quelques minutes, le courant vient d'arriver, soit perturber un peu le truc de Facebook, vous allez me donner quelque chose. Alors, donc, pour moi, c'était difficile. Pour moi, c'était, dans une seconde, alors, pour moi, c'était compliqué, pour être honnête. Alors, comment l'ambassade au Sénégal de l'Ukraine, la première fois qu'il était, une deuxième fois, ils ont fait, et le Sénégal n'a rien dit. Il y a eu une deuxième, où l'Ukraine a reconnu. Le Sénégal n'a rien dit. J'ai regardé, j'ai dit, pourquoi je parle pas? Je ne sais pas trop quelle est la nature de notre relation avec le Sénégal, donc j'ai pas envie de m'engager à un certain niveau, et puis puisque je suis beaucoup connu, je voudrais pas embarrasser mes présidents au sein de l'aide. Donc je me suis tué. C'est pas que je ne savais pas, je savais, mais j'ai fait exprès, je me suis tué dans une seconde. Alors donc, ceci dit, voilà un responsable français, écoutons ce qu'il va dire. Qu'elle dégénère en escalade nucléaire, alors on va déporter l'affrontement idéologique entre l'Est et l'Ouest sur des terrains neutres où on pense qu'ils ne peuvent pas amener à cet enchaînement nucléaire, et l'Afrique va être à ce moment-là l'endroit privilégié pour que les deux idéologies... On ne voudrait pas d'un affrontement nucléaire où? En Europe. On ne veut pas d'un affrontement nucléaire où? En Europe. Je répète, on ne veut pas d'un affrontement nucléaire où? En Europe. Mais alors, puisqu'on ne veut pas d'un affrontement nucléaire en Europe, si vous loupez ça, il vous sera difficile de comprendre la posture des Américains au Nigeria. Ne soyez pas pressés, j'arrive. Puisque, et Gazou, donne-moi une seconde, s'il vous plaît.
Et comme la guerre est improbable, et comme la guerre est improbable, parce que tout le monde craint qu'elle dégénère en escalade nucléaire, alors on va déporter l'affrontement idéologique entre l'Est et l'Ouest sur des terrains neutres dont on pense qu'ils ne peuvent pas amener à cet enchaînement nucléaire. Et l'Afrique va être à ce moment-là l'endroit privilégié pour que les deux idéologies, par proxy interposé, par soutien interposé, s'affrontent. La France, compte tenu de son passé en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, et compte tenu de son appartenance au bloc de l'Ouest, était évidemment le pays idoine pour conduire cette opération dans cette zone-là, à la fois pour lutter contre l'idéologie soviétique, à la fois pour soutenir le camp occidental, à la fois aussi, évidemment, pour défendre ses propres intérêts. Guerre possible, guerre improbable. D'accord. Je vous en prie. Est-ce que vous avez entendu oui ou non? Ce Congolais qui est mort, comédien, chanteur, Zao, quand la balle sifflait, il n'y a pas de choisi, mon ami. Vous vous rappelez qui a chanté ça, Zao? Est-ce que les présidents africains peuvent dire le bâtard mal élevé, voleur, escroc, l'idiot de Patrice Talon peut nous dire qu'il n'a pas écouté ça? Alassane Ouattara n'a pas écouté ça. Ils disent il faut déporter la guerre que nous allons perdre en Ukraine. Il faut la déporter en Afrique. Et pas n'importe quelle partie de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, vers les pays qui ont un lien, une relation avec l'Union soviétique. Il ne dit même pas la Russie, l'Union soviétique. C'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est ça que vous appelez la démocratie. Voilà ce que la démocratie impose. Je vous ai dit une fois, si on vous montre le visage de la démocratie, est-ce que vous allez reconnaître? Voilà une partie de la démocratie qu'il va falloir regarder. Et regardez bien ce que le monsieur a dit. Il y a un autre qui se dit imam Diko, un soi-disant prédicateur au Mali, qui est sorti avec des propos pour poser la question, mais cet homme-là, il pense que on est dans sa mosquée, peut-être, il est en train de prêcher, il y a des idiots, on ne comprend rien à rien, donc toutes les bêtises qu'il va dire, on a envie de tout couper. Voilà. Il dit, cet imam-là, dit qu'on va revenir à lui. Que tout ce que Assimi fait, c'est d'acheter des armes. Tout ce qu'Assimi fait, c'est acheter les armes, c'est acheter les armes. On ne peut pas perdre on ne va pas passer notre vie toujours à nous battre. Mais est-ce que cet imam Diko peut dire qu'il n'a pas entendu ça? Cet imam Diko, là, en Algérie où il est, il peut nous dire qu'il n'a pas entendu ça. Donc pour vous, est-ce que cet imam-là, moi, quand j'ai vu, on dit, oh, c'est l'imam, ah, il connaît, oh, politique, j'ai dit, mais est-ce que dans le pays des aveugles, le Bornéo, j'ai dit, votre imam Diko, là, je ne vais pas lui manquer de respect parce qu'il est âgé que moi. Il a sa mosquée, ça c'est son problème, ça ne me regarde pas. Mais je dis en politique, en ce qui me concerne, il est trop petit, il ne connaît rien. On dit, oh, on dit, j'ai dit non, attention. Quelqu'un qui manipule un roublard, un boulanger n'est pas un politicien. L'imam Diko n'est pas un politicien, il ne connaît rien de la politique. Quand vous utilisez des hommes politiques pour obtenir des faveurs, vous n'êtes pas un politicien, vous ne connaissez rien. Alors, nos pays ont été habitués à ça, à des roublards, à des boulangers, qui ne pensent qu'à leur ventre, mais l'intérêt du peuple, c'est pas ça. Comment tu peux dire qu'un président passe son temps à acheter des armes, alors que nous savons tous les jours que l'impérialisme se prépare contre nous? La seule façon pour nous faire respecter, c'est qu'ils comprennent quelque chose. Alors,
Cela nous amène à la deuxième partie de notre intervention. J'espère que vous avez bien compris ce qu'il a dit. Ça vous permettra de bien savoir et de bien comprendre ce que Donald Trump dit. Mais là, je reviens ici. Ouais, l'imam est là, je vais parler, ne soyez pas pressés. Mais là, je viens ici, je vais vous faire écouter ceci. Je vais vous faire écouter d'abord avant de continuer. On va écouter ça. Je vais vous faire écouter ceci. Je reviens sur la question de M. Patrice Talon, que je connais personnellement. Il est acteur économique majeur au Bénin. Il y a même certaines activités où je suis actionnaire en même temps que lui. Le Novotel. Je suis actionnaire minoritaire, alors il est actionnaire majoritaire. Ici, on est propriétaire à 100%. Nous sommes dans le secteur du coton ensemble. J'ai vu agir Patrice Talon. Écoutez bien. Et nous nous battons depuis 18 ans. Notre bagarre ne vient pas à l'occasion des élections de 2016. Je suis propriétaire de l'usine de coton, la plus grosse usine de coton du continent africain. J'étais le vendeur des usines. Je représentais le groupe Continental Eagle Corporation. Écoutez bien. Nous vendions les usines en Afrique et nous avions choisi à l'époque d'installer la meilleure de toutes les usines. On l'a installée au Bénin, dans le nord du Bénin. Ok, d'accord. Nous avons une seule usine. Pour faire court, Patrice Talon en a 15. Écoutez bien. Nous avons construit notre usine avec des financements privés. Patrice Talon n'a construit aucune usine. Ces 3 premières usines qu'il a eues dans les années 90, nous avons les documents, nous avons la preuve. C'est l'État du Bénin qui a financé l'achat des équipements, l'installation des usines. La Sonapra en son temps. Et par une alchimie dont lui seul a le secret, il s'est réveillé un matin, on l'a supplié, on lui a remis les 3 usines. Il est devenu un milliardaire par décret. Ok, milliardaire par décret. Paris, il n'y a personne dans cette salle qui soit capable d'échouer. Si on peut le réveiller un matin, on lui balance 3 usines. Au frais de la princesse. Ok. Voilà votre président Patrice Talon qui prétend se présenter comme un homme vertueux, un homme exempt de calomnie, de duperie, de mensonges, de manipulation. Voilà cet homme. Et cet homme est l'ennemi juré de Patrice Talon. Il s'est servi de ses 10 ans à la présidence de la présidence togolaise, Benoît Safrolin. Il s'est servi de ses 10 ans de mandat en tant que président du Bénin pour régler définitivement tous les comptes qu'il devrait régler. Et en quittant le pouvoir, il faut qu'il mette une marionnette qu'il va manipuler même s'il n'est plus président. En écartant les poids lourds de l'opposition. C'est ce qu'il a fait. Voilà le deuxième visage de la démocratie que vous avez du mal à reconnaître. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un là? Est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. Voilà le deuxième visage de la démocratie. Le premier visage, c'est de choisir parce qu'on est fort, on a les armes, on va vous imposer une guerre. Ils ont commencé, ils ont balancé les terroristes, on ne peut pas gagner contre la Russie, il faut venir combattre la Russie au Mali directement parce que blablabla, blablabla, on va les attaquer là-bas. Donc, vous commencez à comprendre là, voilà l'autre visage de la démocratie. Et ce qui me tue, je vois les gens, ils parlent toujours, même quand vous écoutez, tout le monde ne parle que par la démocratie. C'est comme on a besoin de faire croire aux maîtres colons que nous sommes des bons élèves, on applique ce qu'on a appris, les leçons qu'on a apprises là, on les applique correctement. Nous, on est démocrates. Il y a beaucoup de bâtards que tu es petit. Je m'en fous de ta démocratie.
On s'en fout de votre démocratie. Alors là, ici, là, votre démocratie, nous on chie et puis on déchire, on pisse dessus et puis on a un bâtard qui veut. Quelle démocratie? Vous connaissez la démocratie? C'est la démocratie qui dit de venir. Vous avez peur de l'arme nucléaire de la Russie. Donc vous allez déporter cette guerre ici. Vous le dites que vous êtes. On vous attend. Vous pensez que c'est un peu facile, non? À cause de Dieu béni. À cause de Dieu béni. Vous vous rappelez de Dieu bien fou? Vous savez où c'est? Je ne vais pas vous dire le pays. Le français. Vous savez surtout Dieu bien fou? D'accord. Demandez aux Américains, demandez aux Français. Nous, là, on sera pire que le Vietnam. On va vous enterrer vivant ici. On sera pire que l'Irak. On sera pire que le Vietnam. On ne va pas vous donner la faiblesse de Kadhafi face à vous. Là. On ne sera pas comme ça. Donc, on a appris des erreurs de Kadhafi. Kadhafi avait tout pour vous tenir tête, mais il a hésité. Voilà pourquoi vous l'avez anéanti. S'il avait commencé à vous frapper, il a cru peut-être que ça n'allait jamais arriver. Il a dormi. À son réveil, il était déjà mort. On ne va pas vous donner ce plaisir-là. Vous voulez venir? Alhamdulillah, béni. On va vous tuer de la pire manière. Et on va filmer et puis on va mettre sur les réseaux. Ceux qui vont venir, je sais que vous m'écoutez. Écoutez-moi bien. Vous préparez cette guerre qu'on est là. Ou vous, quand vous êtes caché là, c'est là, on vous regarde, on ne dit rien. On se prépare dans le silence. Ceux à quoi vous n'avez aucune idée, et on va faire sortir ça. Quand vous allez regarder ces armes, vous allez vous poser la question, comment on a eu? Et quand on a eu ça, il sera déjà trop tard. C'est l'enfer qui va commencer à vous recevoir. Et si vous continuez, on ira prendre notre petit déjeuner à l'Élysée. Il n'y aura plus d'armée française. On va vous anéantir. Venez. Montrez-nous une seule guerre que vous avez gagnée. Parce que quand vous venez à l'époque en Afrique, on n'avait que les vieux fusils de chasse. Les fusils traditionnels. On n'avait que les flèches. On n'avait pas de radar. On n'avait pas de bateau. On n'avait pas d'avion. On n'avait pas de support. On n'avait rien. Et vous avez manipulé des Africains contre des Africains avec une bouteille de whisky, avec un miroir, avec un peigne, avec une cigarette. C'est comme ça que les Africains ont trahi d'autres Africains pour vous. Mais nous, là, on n'est pas ce complexe d'Africains. On vous attend de pied ferme. Wallahi billah, on vous attend. Nous prions Dieu que vous puissiez me donner l'ordre. On est pressé que vous puissiez donner l'ordre. Pour vous montrer un peu de ce qu'on s'est fait. Venez, on vous attend. Il y a beaucoup de thé. On va vous faire porter des kojo ici. Nos femmes là, c'est avec la tête de vos soldats là, elles vont faire leur cuisine. Vous savez, la façon africaine de faire cuisine, là, on met une brique ici, trois, et puis on met les fagots là entre les... Non, c'est tête de vos soldats là. On va enlever, et puis on met les bois, on met nos marmites sur les têtes, et puis on prépare avec. On vient pour les venez, c'est comme ça. Venez, on vous attend. Vous croyez que nous, on est complexé. Vous croyez que nous, on a peur. Vous croyez qu'on est effrayé. À cause de Dieu, venez. On vous attend. On va cuisiner vos têtes là. On va prendre pour faire des supports pour mettre nos marmites dessus. Et puis on placer les fagots et puis on va cuisiner. Venez. On vous attend. Vous n'avez rien vu encore. Venez. On vous attend. Alors, ceci dit, maintenant, qu'est-il arrivé au Nigeria? On nous a fait croire que le Nigeria était une puissance militaire. On nous a fait croire que le Nigeria avait la capacité et la force de réagir. On nous a fait croire que le Nigeria est une puissance. Parce qu'on voulait faire endormir la conscience des nègres que nous sommes. Dieu merci. L'AES, vous ne pouvez plus faire ça ici. Vous avez dit que c'est l'armée nigériane qui a frappé les militaires béninois. Et que nous disions à l'époque, je l'ai dit, je maintiens ce que j'ai dit, et Dieu, une fois de plus, vient de confirmer son serviteur. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, le Nigeria n'a pas les moyens. Il n'a pas l'intelligence.
il n'a pas l'expérience, il n'a pas le courage ni la volonté de se projeter dans une telle posture. C'est la France qui a agi au nom du Nigeria et en faisant porter au Nigeria le prestige des frappes et des attaques. Mais alors, de vous à moi, réfléchissons aussi simplement que possible. S'il vous plaît, réfléchissons ensemble de vous à moi. Posons-nous des questions simples, s'il vous plaît. Dites-moi. Comment le Nigeria qui a déplacé, d'après eux, comment l'armée nigériane qui a frappé des positions des soi-disant militaires au Bénin, le coup d'État manqué, même pas 2 semaines, même pas 3 semaines, même pas 1 mois, comment ce même Nigeria demande aux États-Unis d'intervenir au Nigeria. Alors sur ce sujet, c'est l'hiver noir encore, attention, nous sommes toujours dans l'hiver noir. D'accord? Tout ce que je dis, c'est sur le son de l'hiver noir. Donc restons focus. Alors, on nous dit que ce qui est dans le second. Alors, dans le second, voilà, on va regarder ça. On va ouvrir ça. On va écouter. Une série de frappes nocturnes pendant les fêtes de Noël. Le Pentagone publie ses vidéos. Il assure avoir lancé des missiles contre le groupe État islamique au Nigeria. Une mesure visant à protéger les chrétiens, selon le président américain. J'avais déjà averti ces terroristes que s'ils ne cessaient pas de massacrer les chrétiens, ils le paieraient cher, et ce soir ils l'ont payé. Et joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts. Il s'agit de la première intervention militaire américaine dans ce pays depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Elle visait l'état de Sokoto dans le nord. Sur place, les habitants ont retrouvé des débris de missiles américains. C'est là que ça devient intéressant. Je ne suis pas agent de renseignement, mais c'est rare que quand je parle de renseignement et que les agents de renseignement eux-mêmes remettent en cause ce que je dis. Parce que j'ai une passion pour le renseignement. Donc, je me suis informé, cultivé, sérieusement. Si on y a un document sur le renseignement, pas que je suis dedans. Il y a un documentaire, je regarde. Il y a un film, je regarde. Donc, le renseignement, sans jamais aller dans une école de renseignement, je ne crois pas que ceux qui pensent être du domaine du renseignement peuvent me damer le pion dedans. Parce que je me suis, depuis les États-Unis, j'ai commencé à me former sur le Mossad, le mode opératoire du Mossad, le mode opératoire de la NSA, le mode opératoire du FBI, de la CIA, la DGSE, tout ça j'ai appris. J'ai appris plus que ne peuvent l'imaginer. Pourquoi? Pour savoir disséquer le vrai du faux. La CIA est la cellule du renseignement américain. Au sein de la CIA, il y a des branches qu'on appelle Black Agents, les agents noirs. Ce sont des agents officieux. Ils n'apparaissent sur aucun fichier de paiement. Ils n'existent pas parce qu'ils sont formés pour ne pas exister. Ils n'existent pas. Ils ont des multiples passeports, tout est identique. Ils ont la liquidité à tout moment et à tout instant. Parce que un black agent peut être tout de suite ici au Mali, on l'appelle, on dit il faut aller tout de suite en Afrique du Sud. Tout de suite, il prend un passeport sud-africain, tout de suite, il embarque et puis il est parti. Il a la liquidité. Et quand il arrive, il y a ce qu'on appelle les safe house. Il y a des maisons qui sont aussi allouées. Des maisons qui ne ressemblent à rien. Mais des maisons qui ont tellement de codes
tellement de cachettes à vous couper le souffle. Moi, je connais trop la CIA. Et quand il y a une frappe comme ça, je répète, quand il y a une frappe comme ça, généralement la CIA envoie cette unité sur le terrain pour vérifier si les frappes ont porté fruit. Je répète, quand l'armée américaine frappe comme ça, les agents de la CIA ne sont pas loin. Ils apportent tout de suite l'information selon laquelle les frappes ont réussi. Qui était visé? Quel groupe était visé? Mais jusque-là, ni le Nigeria, ni les Américains ne peuvent filmer. Pourquoi quand Barack Obama a donné l'ordre d'attaquer Ben Laden, il est sorti et puis il a dit que Ben Laden c'est fini. Effectivement, quand ils ont liquidé Ben Laden, nous on a tout vu aux États-Unis, après les gens se sont reconstitués, tout ça. Il y a un gars qui ne pouvait pas supporter parce que c'était trop fort pour lui, il a démissionné. Et puis il se faisait payer à prix d'or pour aller sur les plateaux. Mais on ne voyait pas son visage. Il tournait le dos, on essayait de casser un peu la voix pour ne pas qu'on le reconnaisse. Il a décrit de A à Z comment ils ont eu Ben Laden. Il y a un hélico même qui est tombé là-bas. Puisque le pays où ils sont allés, j'oublie le nom du pays, ils n'avaient pas demandé la permission au pays. Donc il fallait frapper vite et puis sortir avant qu'on ne soit au courant. Et ils sont partis tout de suite avec le corps de Ben Laden, qui a été authentifié dans l'hélicoptère. Quand ils ont su, c'était lui, il fallait pas laisser son corps pour qu'il soit vénéré. Donc, faire disparaître le corps de Ben Laden. Donc, les Américains ne peuvent pas faire de frappe sans apporter la preuve qu'ils ont tué. Je vous donne un autre exemple. Regardez nos pays au sein de l'AES. Quand on fait des frappes, nos télévisions nationales montrent les images de ce que nos forces armées ont réalisé sur le terrain. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, on nous montre les têtes de personnes, des terroristes recherchés. On nous montre. Mais cette frappe des Américains n'a montré aucun terroriste tué, aucune base détruite. Alors que chez nous, ici, quand on fait les armes qui ont été détruites, les voitures qui ont été détruites, les armes qui ont été saisies, les terroristes tués, les terroristes arrêtés, on nous montre tout. On ne peut pas faire une telle opération s'il n'y a pas une opération. J'explique. C'est une opération maritime, c'est pas aérienne. Non, c'est à partir d'une de leurs, comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'était une frégate, mais en tout cas, c'est un de leurs bateaux qui n'était pas loin, qui était dans le golfe de Guinée. Je ne sais pas, c'était entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, je ne sais pas trop, mais le bateau n'était pas loin, puisque le bateau est là-bas pour contrôler les trafics de drogue, surtout à cause de la Guinée-Bissau. Donc, il y a un bateau américain qui est là toujours, qui contrôle, ils font le relais. Donc, à partir de cette position, ils ont fait les calculs avec les GPS, ils savent où il fallait frapper. Mais ce qui est curieux dans cette frappe, on aurait souhaité voir des soldats nigériens, au moins après les frappes, intervenir. Parce que c'est ce qu'on fait. Quand vous frappez, alors, je vous donne un autre exemple. Ne croyez pas à Keïta. Après mon direct, s'il vous plaît, à cause de Dieu, allez-y regarder la RTB, allez-y regarder ORTM, allez-y regarder la radio-télévision du Niger, RTN. Vous voyez toujours les commentateurs disent quoi? Surtout Tamsir, là, le Burkinabé, là, ils disent quoi? On a frappé, le missile a frappé. Maintenant, les terroristes qui voulaient... Parce que vous n'avez qu'à regarder les images de nos télévisions. Regardez les images de nos télévisions. Je vais vous donner un exemple. Mais en regardant ça d'abord, et puis je vais vous ramener une image peut-être du Burkina ou du Mali. Il s'agissait d'un avion qui s'était écrasé, mais ce n'était pas le cas. Dieu soit loué, il n'y a eu aucune perte humaine ni matérielle, seulement les débris qui jonchaient la ferme. Aucune perte en vie humaine. Donc qui était visé alors? Aucune perte en vie humaine. Qui était visé?
c'est dans leur ferme alors que les missiles sont tombés. Ah. Donc c'est eux qui hébergent la terroriste alors. C'est pourquoi je vous invite toujours, quand vous écoutez, moi je n'ai pas besoin qu'on me prenne pour argent comptant ou qu'on me prenne pour argent comptant. Non. Vous pouvez mettre en doute ce qui sort de ma bouche en allant chercher de véritables informations, pas en allant écouter des idiots. Je sais pas ce que je dis. Allez-y écouter les idiots si ça vous change. Je m'en fous éperdument. Vous faites du tort et non pas à Keïta. Maintenant, quand vous écoutez ça, qui vous dit va aller écouter? Allez-y écouter d'autres chaînes d'information. Recherchez la vérité. C'est important. Ici, si la terroriste était visée, alors pourquoi c'est là que se trouvent les débris? On ignore encore quelles cibles ont été visées. De nombreux groupes opèrent dans la région. Le nord-ouest, où ont eu lieu les frappes, est surtout à la merci de gangs criminels. Les factions djihadistes, elles, sont principalement actives dans le nord-est. Et l'État islamique y est peu présent. Par ailleurs, si les attaques contre la population sont fréquentes, elles ne ciblent pas en priorité la communauté chrétienne. Cet imam s'interroge sur les véritables motivations de Washington. L'État de Sokoto est composé à près de 90% de musulmans. En réalité, il n'y a jamais eu de persécution des chrétiens dans cet État. Ce qu'il qualifie de terrorisme, c'est la charia appliquée par les Nigérians. Ils considèrent que notre califat, le califat de Sokoto, se comporte comme une organisation terroriste. Ce n'est pas la première fois que l'administration Trump évoque des attaques contre les chrétiens du Nigeria. Mais celles-ci se concentrent dans le centre du pays. Fin octobre, le président américain a accusé les autorités du pays de fermer les yeux sur le massacre. Alors, sous pression. Maintenant, la question que vous et moi on doit se poser. Mais avant, je vais voir ici, permettez-moi, je vais voir les FAMA. Les FAMA, non, merci. Voilà, les FAMA, je vois, hein, FAMA, et donne-moi une seconde, hein. Donc, ce que je fais, vous pouvez faire la même chose. Donc, je fais exprès pour que vous voyez la recherche de la vérité. Je ne suis pas détenteur absolu. Je fais, vous pouvez faire la même chose. Ok, merci beaucoup. Maintenant, je vais faire voir quoi. Bon, on va regarder ça. Ça, c'est bon. On va regarder ici. Lutte contre le terrorisme ce vendredi 12 septembre. Les femmes ont mené avec professionnalisme des opérations dans plusieurs localités du pays. Résultat, plusieurs terroristes neutralisés, des matériels détruits. Attention, certaines images peuvent heurter votre sensibilité. L'actualité des femmes, un commentaire de Tamsir Yabati. Ok, écoutez bien. Alors. Face au terrorisme, le temps est une arme. Chaque seconde gagnée par les FAMA est une défaite pour l'ennemi. Et celle arrachée ou d'autres est une bénédiction de plus dans le chargeur de la victoire. C'est avec cette détermination que les forces armées valident. Quand un pays comme le Nigeria, grand par la taille, mais faible par les moyens, quand vous demandez à une puissance nucléaire d'intervenir chez vous, et vous écoutez, je vous en prie, moi je ne la condamne pas, mais je vous amène à savoir la vérité. On a écouté le ministre des Affaires étrangères qui dit qu'il a discuté avec Marco Rubio pendant 25 minutes. 25 minutes. Avant la frappe. Mais je vous en prie. Pendant les 25 minutes, quand Keïta dit qu'il est le cauchemar des petits politiciens africains, peu importe de quel pays tu viens, je suis leur pire cauchemar. Dans aucun pays au monde, ce soit le ministre des Affaires étrangères qui discute avec son homologue d'une puissance nucléaire, sans que le ministère de la Défense ne soit impliqué. Parce que quand vous envoyez des missiles sur une zone, il faut que la zone tout de suite après les frappes, il faut que des soldats, c'est-à-dire des éléments terrestres, soient tout de suite déployés après les frappes. Peut-être qu'il y a des terroristes qui vont tenter de fuir, il faut tout de suite, ceux-là, vous les neutralisez ou vous les arrêtez. Au Nigeria, ça n'a jamais été ça. Vous avez entendu le ministre, j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères, je parlais à Marco Rubio, le Boris Tinubu a donné l'ordre, l'Amérique a frappé. On dirait des enfants.
On dirait des enfants. On présente le Nigeria comme un grand pays. Voilà le raisonnement d'un grand pays. Jusqu'à la fin du monde. Même si l'AES doit ordonner un jour une frappe avec la Russie, jamais c'est le ministre Abdoulaye Diop qui va aller parler avec Sergei Lavrov. Non. C'est Sadio Kamara qui va parler avec le ministre de la Défense. Ils vont coordonner. Et Sadio met l'état-major du Mali en contact avec l'état-major de la Russie. Après les frappes, il faut déployer tout de suite nos hommes sur le terrain. S'il y a des fuyants, il faut les arrêter. Si la frappe n'a pas été, il faut voir l'impact de la frappe. Mais quel est l'impact? Ni le Nigeria, ni les médias du Nigeria, ni le président, ni le ministre. C'est comme si le ministre de la Défense a été bien. Depuis quand un ministre des Affaires étrangères gère une frappe? Mais c'est la défense, c'est le travail de la défense, c'est lui qui gère. Cela vous donne une idée de qui est le Nigeria. Et le Nigeria est gouverné par qui? Donc vous savez, j'ai toujours traité le président de drogué, de soula, le gars qui passe son temps à dormir. Voilà la preuve qu'il est là. Comment le Nigeria, parce que la symbolique du Nigeria, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous fait écouter. Oh, c'est parce qu'ils veulent attaquer l'AES. Même si Donald Trump est soulevé comment là. Même si Donald Trump, je répète, même s'il est soulevé comment, au nom de Dieu, il ne va jamais s'aviser pour dire qu'il va attaquer l'AES. Il ne faut pas penser que tu es aux États-Unis, tu vas nous attaquer ici. Tu as menti. Ton ambassade est là. Toi, tu es là-bas et puis tu vas nous attaquer. Il paraît que ton ambassade, il y a des Américains chez nous. Même si nos présidents est désirés, l'ambassade, on va brûler. On va brûler. Tu vas faire ça pour, on va brûler. On va faire ce que l'Iran a fait. L'humiliation que les Américains ont subi en Iran, là. Nous, on va faire piquer ce que l'Iran a fait. Tu vas nous attaquer. C'est pourquoi quand les gens parlent, j'ai dit, laissez-les parler. Moi, je ne vais pas dire à quelqu'un ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Mon rôle, c'est d'apporter ma part de vérité. La bêtise de Trump n'a rien à voir avec nous. Mais c'est un message. Quel genre de message? On présente le Nigeria comme la deuxième puissance de l'économie africaine. Et c'est cette puissance-là qui demande pardon aux Américains. En venant frapper, Trump veut se faire une certaine légitimation. Trump veut se présenter comme le défenseur des causes perdues. Trump n'est pas bête, c'est un homme d'affaires et c'est un calculateur très intelligent et très habile. Trump ne pousse pas les pions n'importe comment. C'est un fin négociateur. Il sait très bien que vouloir s'attaquer à l'AES, c'est activer la fureur de Poutine. Il le sait. Il le sait. Il s'attaquait au Venezuela. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous invite tout simplement au Venezuela. Qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela? Regardez le déploiement des missiles, du système de défense. Les S-300, les S-400, les Sukhoi 34-35, les systèmes de radar, la connexion satellitaire. Qu'est-ce que Maduro n'a pas? Un état record. Et il a déployé encore des experts militaires au Venezuela. Quand Trump, maintenant tous les Américains disent à Trump, pardon, faut pas aller. Tu vas, on sera humilié. Parce que le problème, je vais vous expliquer aussi simplement que possible. L'Amérique se présente comme une grande puissance militaire et économique dans le monde. Il suffit qu'un petit pays frappe un navire américain pour que, parce que c'est un mythe. Quand les gens crient wow, 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 là, vous allez écouter les wow, 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 c'est une bonne chose, c'est votre argent, c'est votre temps. Mais il y a quelque chose qui manque à ceux qui crient wow, wow, wow. Je ne suis personne, mais c'est la réalité. L'Amérique, c'est un mythe. Je répète, l'Amérique vit, l'Amérique a façonné un mythe, l'Amérique a construit un narratif pour créer un mythe. Le jour où le mythe sera percé, démystifié, c'est fini pour les Américains. Et les Américains se forcent à ce qu'ils ne soient pas démystifiés, que le mythe reste. C'est avec le mythe qu'ils se protègent. Mais voilà, quand ils ont commencé à être humiliés
humilié en Ukraine. Vous croyez que Trump est en train de dire, si Trump savait que le soutien américain allait faire tomber Vladimir Poutine, au nom de Dieu, il allait le faire. Mais il s'est rendu compte que si on continue, on sera humilié. Et le mythe qu'on a construit là, pour vanter les Américains, là, le mythe là, ça va tomber. Et si ça tombe, c'est pas bon pour nous. Donc tout de suite, il s'est ressaisi. Ah, vous me payez, payez, payez. C'est une façon pour lui de garder le mythe intact. Le mythe que Joe Biden est en train de détruire sans se rendre compte. Donc il faut garder le mythe de la superpuissance, la super économie mondiale. Et quand Trump négocie avec le drogué de président du Nigeria, Trump a le dossier de Tinubu. C'est un ancien drogué. Il faisait le blanchiment d'argent aux États-Unis en tant que petit banquier. Quand le FBI l'a coincé, la CIA l'a recruté pour arrêter tous les dealers de drogue et c'est eux qui ont fait de lui gouverneur de Lagos. Quand vous regardez Tinubu, au moment où il y avait plein de contestations, qui a fait imposer Tinubu comme président de la CEDEAO? C'est les Américains avec le voleur président qui est en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Donc, ce que nous disons ici est clair. Humilier l'Afrique, toute l'Afrique, à travers le Nigeria. C'est tout. Trump n'a pas besoin d'intervenir dans le Sahel. Il sait que Poutine l'attend depuis faire. Il ne prendra pas ce risque de venir se faire humilier. Parce que arrêter l'ambassadeur des États-Unis dans un pays, l'humilier tel que les Iraniens l'ont fait, si Trump le fait, c'est fini pour lui. Trump veut partir de la présence américaine avec ce qu'on appelle un héritage politique. Il n'a pas envie que son nom soit... C'est pourquoi j'ai mis l'image de Trump qui a fait le point comme ça, fight. Ce n'est pas pour le Nigeria, ce n'est pas pour la, qu'on appelle pour l'AES, mais Trump, à travers le Nigeria, Trump veut montrer que l'Afrique n'est rien. Et le mythe renaît. La superpuissance renaît. Tinubu, c'est un drogué, c'est un soulard, c'est un voleur, c'est un corrompu. Donc, dis à Tinubu, ta mère bâtarigna mokode et dokube la sorte de... Attendez, il y a un bâtard qui est là, enfant de capote au percé. Il faut aller dire ça à ta maman. Donne-moi une seconde, je vais aller ce bâtard-là de mon direct. Alors donc, permettez-moi, je vais enlever ce bâtard-là de mon direct. Voilà. Alors, pour nous, c'est pas compliqué. Tinubu, mais c'est cette réalité. Tinubu veut quoi? C'est le mythe. Et Tinubu a vendu toute l'Afrique sans se rendre compte. Parce que Tinubu, il incarne quoi? Il incarne la présidence de la CEDEAO. Donc toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, maintenant, on nous a dit au Nigeria, je vous en prie, écoutez très bien, on nous a dit que la CEDEAO a une force en attente. Ils avaient même demandé de collaborer avec les pays de l'AES. Ils avaient même dit qu'ils avaient une force en attente. Mais comment? C'est là que vous devez regarder maintenant. Attention. Force en attente. Force en attente. Mais où est cette force en attente? Pourquoi utiliser les Américains si vous avez une force en attente? Vous avez une force en attente. Et ce sont les chrétiens qui sont tués au Nigeria. Vous avez le courage de venir tuer des Béninois chez eux, mais vous n'êtes pas en mesure de défendre des Nigériens tués par des terroristes. Vous faites appel aux États-Unis. Donc, votre puissance militaire, ça sert à quoi? Donc, tout le tralala que les médias français ont construit autour de l'armée nigérienne, c'est du bidon, c'est du vide. Vous vous rappelez, quand les petits bâtards du Nigeria et les petits bâtards des Ivoiriens, pas eux tous, mais tous les bâtards ivoiriens qui disaient que, surtout
tortues ninja avec tous les maudits filets qu'ils sont, qui disaient qu'ils peuvent faire de Burkina une bouchie. Voilà la vérité, mes frères. Voilà la vérité, mes sœurs. Si le Nigeria pouvait faire du Burkina une bouchie, est-ce que le Nigeria avait besoin de demander aux Américains d'intervenir? C'est vrai que les Américains ont envoyé des missiles Tomahawk, qui sont des missiles de longue portée, puisqu'à à partir du golfe de Guinée. Nous, on n'a pas de bateaux pour le moment pour envoyer ces missiles, mais on a des plateformes pour envoyer ces missiles. On a des voitures équipées pour envoyer des missiles. C'est pourquoi je vous ai dit, si Nigeria est un garçon à cause de Dieu, il n'a qu'à venir. Mais déjà, en mettant l'Amérique en scène, ici, en Afrique, le Nigeria vient de perdre un prestige. Le Nigeria vient de perdre tout. Seulement, il faut avoir le courage de regarder les événements et d'appeler les événements un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien. Le Nigeria est un tigre en carton. Le Nigeria est un château de cartes. Le soubassement du Nigeria, c'est le sable. Il n'y a aucune fondation solide. Nous, on a chassé l'impérialisme. On a chassé d'abord, l'aménagement. Deux, toute l'armée européenne, quoi la même. Le Burkina, le Niger, le Mali, on les a tous chassés. Mais voilà, nous, qui sommes pays pauvres, selon eux, nous les chassons, on s'équipe et on combat matin, midi et soir, dans le froid, dans la nuit, dans la chaleur, dans la poussière, on traque les terroristes, on les combat. Mais comment le Nigeria, qui est prétendument présenté comme première puissance économique, n'est pas en mesure d'aller contre Boko Haram? Mais il y a quelque chose de plus fondamental dans cette histoire. Il y a quelque chose de très fondamental. Alors, que va-t-il se passer maintenant que le drogué président a donné à Trump le prestige qu'il voulait, le nom qu'il voulait? Parce que Donald Trump, je vais vous dire, il n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'il est riche. Il est déjà riche. Il a la fortune. Mais la seule chose qui manquait à Donald Trump, c'était la gloire. C'était le prestige d'être appelé président le plus puissant au monde. Donc finalement, Donald Trump a tout eu. On nous dit Dieu ne peut pas tout donner. Mais il semblerait que Dieu a fait une exception avec Donald Trump. Il a l'argent, il a les enfants, tout lui réussit, et il est l'homme le plus puissant au monde aujourd'hui, si on s'en tient à leur narratif. Donc le Nigeria s'est rabaissé pour lécher le cul des Américains. Le Nigeria s'est rabaissé comme le nègre qui venait attraper son nègre pour son frère nègre pour le donner au colon. Le Nigeria livre ses problèmes. Jusqu'à la fin du monde, les Américains vont jamais donner l'ordre à une autre puissance de venir tuer des Américains sur leur propre territoire. Tu le fais, tu ne seras plus président des États-Unis dans l'heure qui suit. Comme un président, même si ce sont des terroristes, il appartient au Nigeria de les combattre parce que ce sont des enfants nigérians. Il faut les combattre, il faut les traquer, il faut les tuer. C'est à vous que cela revient. Mais un président qui demande au président de notre pays de venir tuer les enfants du Nigeria, ça pose un problème. Quelle est la crédibilité de la présidence du Nigeria? Parce que cette affaire d'intervention, je vous ai dit, quand je vais sortir, ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez entendu. C'est l'appel que je vous avais lancé. Je dis, si je sors, croyez-moi, ce que je vais dire n'aura rien à voir avec les autres. Cette partie de l'analyse, je ne crois pas que les gens l'aient fait, même s'ils l'ont fait peut-être. Alors, dans mon second, il y a un bâtard qui est là, qu'on a fait dans d'autres, va dire ça à ta maman là-bas. Donc, ce qui est important, je le répète, ce qui est fondamental, un président qui demande le même bâtard du président Alassane Ouattara,
qui a demandé à l'OTAN de tuer les Ivoiriens. Dès cet instant, les Ivoiriens devraient savoir qu'Alassane Ouattara n'est pas leur président. Ils devraient savoir qu'Alassane Ouattara, même si son fils David était un voleur, un criminel, un assassin, Alassane Ouattara ne va jamais livrer David. Et tout le monde sait que David, c'est un Djouadjoubou. David couche avec les... On dirait qu'il a voulu tuer sa femme pour coucher avec toutes les belles filles qu'il peut croiser. Il n'a pas fait de ministre. Il n'a pas fait de bien les mariés. Si tu vois, tu es joli, il veut coucher avec toi, il va enlever ton caleçon. Ça, c'est le fils d'Alassane Ouattara. Et c'est ce qu'il fait. Mais jusqu'à la fin de ta vie pathétique et pitoyable d'Alassane Ouattara, il ne va jamais livrer David. Mais pourtant, il a livré des Ivoiriens à la mort. Il a appelé des puissances étrangères à venir tuer les Ivoiriens. Ça a été fait, on l'a vu sous nos yeux. Tinubu vient de faire la même chose. Demander à un pays de venir tuer les Nigériens, même si ce sont des terroristes. Il est de la responsabilité de Tinubu de les traquer et de les tuer lui-même, non pas d'appeler un étranger à venir brûler sa maison. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir, deuxièmement, Trump voulait un prestige, il voulait un nom. Trump voulait le prix Nobel de la paix. Mais on s'est rendu compte, chemin faisant, il a commis beaucoup d'erreurs. Donc Trump veut se rattraper. Vous vous rappelez que c'est les mêmes présidents qui sont allés s'asseoir à la Maison Blanche dans le bureau ovale pour dire que Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix. On a un président qui a fait, je vais taire son nom, vous le connaissez. Il a dit, devant tout le monde, il a parlé. Et j'ai vu les petits journalistes de son pays là qui disaient, ah, il a parlé, oh, le discours parle. Vous êtes pathétiques. C'est eux qui disent que Trump a bu. Donc, l'idée de prix Nobel de la paix, c'est toujours dans la tête de Donald Trump. Tuer les oppresseurs, tuer les terroristes et sauver les chrétiens, il se dit c'est une aubaine. Donc il revient sur la scène internationale pour être proposé comme prix Nobel de la paix. Et il veut absolument ce prix. Donc il est prêt bêtement à faire plein de bêtises. C'est pourquoi il est intervenu. Alors, à ceux qui croient que Donald Trump peut-être veut attaquer l'AES à travers ça, ils ont certainement leurs analyses, ils ont des angles d'appréciation que je ne peux pas contester, mais en ce qui me concerne, je ne regarde même pas ça. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Trump vous sait. C'est vrai, l'Amérique est une puissance. Peut-être ce que l'Amérique va faire, c'est comme ils ont fait là, c'est-à-dire à partir de leur bateau là, et puis lancer des missiles sur un autre pays. Ils ont cette puissance-là, oui, de ne pas s'approcher et puis attaquer. Ben, bon, maintenant, si vous déclarez la guerre à un pays, et puis vous restez au loin, vous attaquez. Mais priez Dieu, avant de faire ça, que vous n'ayez pas d'Américains dans ce pays. Parce que si vous avez des Américains dans ce pays, aussi bien que vous allez faire des victimes collatérales, ces Américains aussi deviendront des victimes collatérales et deviendront des cibles prioritaires et légitimes pour les ressortissants de ce pays. Alors, un président qui va se livrer à ça, le Congrès va lui demander des comptes. C'est vrai, même si chez nous, il y a des idiots qui pensent que la démocratie existe, mais chez eux là-bas, au moins, ça existe un tout petit peu. Puisque le Sénat et le Congrès fonctionnent correctement. Ils interpellent, ils posent des questions. Si le président fait une intervention dans le Sénat, il va falloir qu'il ait l'approbation. Parce que la bêtise, il donne toujours le prétexte de trafic de drogue. Mais attendez, nous on va poser une seule question à Donald Trump. Pour ceux qui pensent qu'il va utiliser terrorisme ou trafic de drogue. Il y avait un terroriste qui était recherché par les Américains. Sa tête a été mise à prix à 5 millions de dollars. On a tué le terroriste. On n'a pas demandé un centime aux Américains. Est-ce que les Américains peuvent dire qu'ils ne savent pas que nous sommes en train de tuer de grosses têtes du terrorisme dans le monde? Toutes les grosses têtes qui sont venues dans le Sahel, qui croyaient que c'était facile, on est en train de les liquider un à un
Que les gens n'oublient pas ça. Donc les Américains, pourquoi les Américains ont fui d'Anefis? Quand l'armée malienne avait chassé la MINUSMA et quand on venait, on a commencé à s'approcher, ils ont fui, ils avaient les Américains. Je vais vous expliquer, il faut que les gens comprennent bien ce qui se joue. Les Américains, dans le nord du Mali, ils avaient recruté une armée privée. Ils lui demandaient de faire l'espionnage pour recueillir des informations. Et effectivement, cette armée privée-là, qui a été recrutée par le Pentagone, recrutait des informations qu'il relayait directement sur Abidjan par rapport aux Américains qui étaient là-bas. Il s'est trouvé que quand l'armée malienne montait sur Anefis, tout de suite, ils ont fui. Les mercenaires ont fui. Et nos femmes ont retrouvé, enfin, quand ils ont pris la ville, il y avait plein de choses. Il y avait des talkie-walkie, il y avait des plans, il y avait certaines informations. Ils ont fui dans la précipitation et il y a des informations précieuses qu'ils ont laissées derrière eux dans la fuite, que nos forces armées ont exploitées. Vous croyez que les Américains ne sont pas au courant de ça? Ils sont au courant de ça. Qui a appelé et demandé aux Américains d'installer une base en Côte d'Ivoire? C'est le voleur criminel assassin Ouattara. Nous, on n'a aucun problème, on peut les installer là-bas. Mais je crois que les Américains ne savent pas ce qui se passe dans le Sahel. C'est faux. Ils savent très bien ce que nous sommes en train de faire. Ils savent très bien. Pourquoi les Français ont laissé la base militaire du 43e Bliman, que les Béninois idiots qu'ils sont, ils ne savent même plus que les Français ne sont plus là-bas. Les Français se sont rapprochés du nord de la Côte d'Ivoire pour pouvoir intercepter certaines communications. Ils ne savent pas que dans le même temps, nous aussi, nous espionnons aussi leurs communications dans la même zone. Les Américains savent très bien. Les Américains sont au courant de ce que nous sommes en train de faire dans le Sahel. Les Américains savent que nous avons neutralisé un grand nombre de chefs terroristes. Les Américains suivent nos informations, nos bulletins d'information sur nos forces armées dans le Sahel. Les Américains savent que s'ils doivent avoir un allié aujourd'hui, c'est la force unifiée de l'AES, qui n'est plus un mythe, qui n'est plus une spéculation, une vue d'esprit, mais qui est une réalité sur le terrain. Mais quant à cette fameuse force en attente de la CEDEAO, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas vu son nez, on n'a pas vu ce dont on peut faire, parce qu'on serait bien content de voir que cette force en attente de la CEDEAO a été déployée par la CEDEAO pour protéger les chrétiens du Nigeria massacrés par les soi-disant terroristes. C'est la question que chaque ressortissant de cette soi-disant organisation maudite appelée CEDEAO, c'est là que chacun devrait se poser la question. Parce que pour nous, je suis, attendez, c'est qui ça la même, dis quoi la même, dis-nous bien quoi là, mon ami. Je te dis qu'on est camarades, quand je fais direct, vous me posez des questions pendant que je parle. Moi, je ne suis pas ceux qui disent, mettez commentaire. Depuis qu'il a commencé, tu m'as entendu dire, mettez commentaire, même si vous n'avez rien à dire. Moi, je m'en fous. Si vous pensez que vous avez quelque chose à dire, vous dites. Si vous avez rien à dire, ne dites rien. Mais il faut venir me poser des questions. Tu me poses des questions. Il y a une manière de faire les choses. Je vais arrêter mon direct et puis répondre à ta question. Je suis bête ou bien quoi. On va discuter ensemble de ce que je vais dire, puis quand tu vas m'arrêter et puis répondre. Alors donc, je continue. Les Américains savent très bien ce qui se passe dans le Sahel. Ils sont mieux informés que la CEDEAO. Donc, on croit que les Américains vont venir nous attaquer, alors que nous avons déjà liquidé des têtes terroristes qui ont été mises à prix par le Pentagone, le département d'État, la Maison Blanche. Dans quel intérêt ils vont faire ça? Créer le chaos? Je ne crois pas. C'est pas ma vision. C'est pas mon entendement. Dans quel intérêt ils vont le faire? Mais par contre, nous savons que la France et certains de ses alliés qui continuent de financer, soutenir, informer, renseigner les terroristes, nous savons que la France, je vous ai fait écouter tout à l'heure, est dans du... Donc, nous on sait
Mais, ce que vous devez retenir, je vous en prie, les Américains, ils ne sont pas bêtes, ils prennent le temps pour regarder. Pourquoi depuis Trump fait la grande gueule, il n'a pas attaqué le Venezuela? C'est vrai, les bateaux qu'il attaque, qu'il appelle des narcotrafiquants, ils dépensent beaucoup d'argent, beaucoup de missiles pour attaquer ces bateaux-là. Mais ils ont voulu imposer un blocus à Maduro. Maduro dit, bon, mes bateaux là vont sortir. Ils ont fait sortir des bateaux, ils ont fait accompagner par des navires de guerre. Et Trump savait très bien ce qui est en jeu. Parce que il faut pas oublier que pour acheter de tels navires de guerre, c'est des centaines de millions de dollars, sinon des milliards de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la récession, Trump est prêt à perdre et on dira que c'est à cause de Trump qu'il y a un bateau américain qui a été bombardé. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire leur présidence et puis chez nous, là, c'est pas la même chose. On leur pose des... Si Trump lance les missiles, il lance, mais il prie en même temps que rien n'arrive. Parce que si un seul soldat américain peut être tué, le Congrès va appeler soit le ministre de la guerre, comme il a, je crois que le nom c'est S quelque chose, ils vont l'appeler pour aller lui poser des questions. Ou bien ils vont appeler le secrétaire d'État, Rubio, pour aller lui poser des questions. Ils vont le faire. Donc, quand on fait en même temps, parce que quand les Américains sont engagés sur les terres d'opération, ils disent « No one left behind ». Ça veut dire on ne laisse personne tomber, on ne laisse personne derrière. Mais si c'est à cause du temps qu'on attaque un navire, mais pour le moment, les gens désiraient, si ça arrive, ils vont l'appeler au Congrès. Il faut venir expliquer ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est prêt à ça? Donc, il y a tous ces éléments, il y a tellement de facteurs dans la politique américaine que souvent c'est difficile. On peut voir que c'est simple, mais je ne crois pas que ce soit aussi facile que ça. Mais dans tous les cas, le Pentagone sait et le Congrès sait que nous sommes en train de rendre un service immense à l'Amérique. Ils le savent très bien. Et ils savent aussi que nous avons des équipements de pointe. Le Mali, c'est pas la Côte d'Ivoire. Le Mali, c'est pas le Bénin, c'est pas le Nigeria. On a des présidents militaires qui comprennent les enjeux. Oui, la France est énervée, mais est-ce que les intérêts de la France sont les intérêts des Américains? La France nous volait et nous pillait. Nous, on a dit, ça suffit. On veut un traitement égal à égal. Tu veux nos ressources? Voilà ce qu'on impose désormais comme condition. C'est tout. Maintenant, si la France pense qu'elle peut se livrer, elle est libre. Parce que les politiques peuvent dire une chose, mais la trésorerie, ce qu'on appelle la caisse de l'État, peut dire autre chose. Rappelez-vous, quand les frappes sur la Libye avaient commencé, les premières semaines, les missiles que la France avait, la France les a utilisés finis. Comme les avions de l'OTAN ont été configurés de sorte que peu importe le pays, la configuration est telle que vous pouvez utiliser n'importe quel type de missile, en tout cas au sein de l'OTAN, puisque c'est l'Amérique qui est pourvoyeur de tout ça. Donc, la première semaine, Sarkozy n'avait rien, c'était fini. La France avait tout épuisé. Ils étaient obligés, c'est les Américains qui ont décidé d'équiper les F-16, non pas les F-16, les Rafales, ou le quoi la même là, les avions français, c'est le Pentagone qui fournissait les missiles dont avait besoin l'aviation française pour aller bombarder en Libye. Il n'avait plus rien. Nous ne sommes plus cette Afrique colonisée, volée, pillée, avec des vieux fusils de chasse, non. Les fusils, tu mets poudre dedans, on a des AK-47 ou bien qu'on a des, en tout cas, on a des armes de pointe. Vous voulez, venez, on vous attend.
Nous, on connaît, c'est notre, merci les mirages et puis les rafales. C'est notre territoire. C'est pourquoi, quand on a intercepté l'avion espion du Nigeria, on a effacé tout. C'est ça, ils ne vont pas vous dire, hein. Moi, je le dis aujourd'hui. Et je mets l'armée du Nigeria au défi. Toutes les données qui ont été recueillies sur les pays de l'AES, ils sont toutes effacées de la mémoire de l'avion. En tout cas, c'est ce que ce soit, parce que n'oubliez pas aussi, il y a la possibilité de faire des stockages ailleurs. Peu importe les informations qu'ils ont envoyées, en tout cas, nous on a pisté, on sait où c'est parti, mais ce qu'il y avait dans l'avion aussi, on a effacé. Maintenant, puisqu'on a eu accès à ces informations, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de déployer des missiles sol-air, les S-300 ou les S-400 dans ces zones-là, pour attendre de pied ferme celui qui va oser violer notre espace aérien. Parce que Poutine sait très bien ce qui est en jeu. C'est un partenaire, la Chine sait, la Turquie sait. Tous ceux avec qui on commerce, ils le savent tous, l'Iran le sait. Puisque pour le moment, on ne fabrique pas d'avions, on ne fabrique pas de ceci, on ne fabrique pas de cela. Donc, on achète le temps qu'on mette en place pour nous-mêmes nos propres moyens de défense. Mais d'ici là, on achète ce dont on a besoin. Et ce qui va même au-delà même de l'atteindement, ce n'est pas des simples fusils qu'on achète désormais. Il y a bien d'autres choses. Le président Boïta l'a dit, le capitaine l'a dit, le général l'a dit, il y a des armes que vous ne verrez jamais, sauf si on est obligé d'entrer dans cette guerre de haute intensité. À ce moment-là, ces armes, vous allez les voir, mais pour le moment, vous n'allez rien voir dedans. Et le message est clair. Vous pensez que ceux-là, ils n'ont pas d'informations crédibles sur à peu près une idée du nombre d'armements, quel type d'armes? Vous croyez qu'ils n'ont pas? Ils ont ça. C'est les idiots qui parlent. Mais les vrais savent ce qu'il y a en jeu. Donc, Donald Trump, il voulait se faire un nom. Il voulait se taper la poitrine. Je suis le seul au monde qui défend les chrétiens. Donc, il faut trouver une place pour moi pour le prix Nobel de la paix. Je suis le seul président qui peut aider l'Afrique, puisque le Nigeria, le géant d'Afrique, m'a demandé d'intervenir dans son pays. Voilà. Vous ne connaissez pas Donald Trump. J'ai pris le temps d'étudier Donald Trump quand j'étais aux États-Unis. Depuis qu'il était dans cette affaire, dans la série qu'il avait, You Got Fired. Depuis ce temps, j'ai appris à connaître Donald Trump, à étudier sa psychologie, sa mentalité. Et Trump, comme il a regardé chez lui, tous les hôtels, toutes ses résidences, c'est l'or massif. C'est-à-dire, il aime paraître, il aime montrer qu'il a l'argent. Quand vous rentrez dans son avion, mais tout est du bois rare et de l'or massif. Marabo, en Floride, sa résidence, c'est la même chose. Trump Tower, à New York, c'est la même chose. L'or massif, il montre qu'il a l'argent. Donc, c'est un président qui aime se vanter. Intervenir, regardez ce qu'il a dit après l'intervention, après les frappes. Il a dit quoi? Il s'est vanté. Il s'est vanté. Ça, c'est Donald Trump. Alors, vous avez mis aussi vous avez vu le président, on va revenir, le Niger qui a, oh là là, Céline Dion. Oh, ça se gâte pour elle, Céline Dion. Le Niger qui a, ok. Pour vous dire que nous, au sein de l'AS, on n'a pas peur de Donald Trump. Maintenant, ça, c'est aucun citoyen américain ne pourrait désormais obtenir de visa pour fouler le sol nigérien. Les experts en droit et en relations internationales expliquent que les États-Unis doivent s'attendre à des répliques de la part des pays africains dans lesquels des restrictions de visa d'entrée imposées aux États-Unis ont été annoncées. Alors, pourquoi les Ivoiriens acceptent les bêtises de Trump? Quand ils avaient fait la même chose au Mali, sur les tarifs, même je crois, l'argent qu'il fallait payer, le Mali a frappé, même chose. Après, ils ont retiré. Maintenant, ils nous ont mis, et après, ils nous accusent de terrorisme. Ça n'est pas compliqué, on n'a pas de problème. Mais la décision du Niger, c'est la décision de tous les trois pays. Vous n'allez pas faire ça. Mais comme le Niger a fait, on aurait souhaité voir la diplomatie, puisque c'est un des axes du deuxième sommet, on aurait souhaité voir
le ministre des Affaires étrangères de Burkina parlait au nom des 3 pays. Parce que moi, c'est ma position, hein. J'aurais souhaité que nos présidents, en ce qui concerne la diplomatie internationale, qu'ils ne sortent plus toujours salis de façon... Dès qu'il y a une situation, tout de suite, les ministres rentrent en contact. Puisqu'il y a un cadre qui est là. Il y a un canal de communication. Tout de suite, les ministres s'entretiennent, ils prennent des décisions et puis soumettent à l'approbation des chefs d'État pour éviter ces genre de choses-là. Parce que c'est le Niger seul qui parle. Mais pourtant, c'est les 3 pays de l'AES qui sont impliqués dans cette histoire de développement. Donc, tout ça pour vous dire que nous, on n'a pas peur des Américains. C'est la preuve qui est là. Si on avait peur, on n'a rien dit. Mais, on n'a rien dit, je veux dire. Alors, ce qu'il faut retenir, voilà un élément ici où je vais vous d'abord, on n'a pas fini, hein. Voilà la dernière partie, voilà la partie qui va clore notre débat. C'est Mahmoud Diko, hein? Bon, mon ami, voilà, faut pas l'antépouter. Faut pas ok, écoutez. Il dit, ils sont pour donner des informations fraîches et en même temps lancer un appel. C'est important. Il faut écouter. Voilà, il faut parler un petit peu. Écoutez bien. Alors, il dit, lui, l'appel qu'il lance, je crois qu'il s'est retrouvé dans une association avec les malfaiteurs, c'est-à-dire ceux-là même qui tuent, les voleurs et les pilleurs de la République, ceux-là même qu'il a combattu hier, ceux-là même qui sont aujourd'hui des pédophiles, ceux-là même qui allaient chercher, qui couchaient avec des femmes dans leur bureau à Koulouba. Oui, on a vu des vidéos, et c'est avec ces gens-là qu'il s'est lié, je ne dirais pas d'amitié, mais il s'est lié avec eux pour combattre, selon lui, le régime en place. Il parle de tuerie. Mais la tuerie, là, est-ce que c'est le fait d'Assimi Goïta? Est-ce que c'est Goïta qui a demandé qu'on vienne tuer les Maliens, ou c'est Goïta qui est en train de se battre pour ne pas que des Maliens soient tués? Première question. Le monsieur, je dis, c'est pas un politicien, c'est un piètre politicien. Je le dis, je me tiens ce que je dis. Quand vous êtes un roublard, vous êtes un manipulateur, vous êtes celui, parce que vous avez du monde derrière vous, vous faites chanter un pouvoir, et on dit que vous connaissez la politique, vous ne connaissez rien, vous êtes un plaisantin, excusez-moi, vous êtes un manipulateur, vous ne connaissez rien. Je n'aurai pas le temps de trop développer, je vais juste vous faire écouter quelques extraits, où vous allez comprendre ce qu'il dit. Quand vous regardez, vous avez l'impression qu'il est dans le vrai. Mais il prêche le faux pour attirer la sympathie et l'émotion. Il joue sur des mots. Il joue sur des mots. Je répète, il joue sur des mots pour faire croire qu'il est dans la vérité. Mais ce qui est absolument faux. Les terroristes, vous avez aucun pays pour que, je répète, pour que les Américains eux-mêmes, l'Europe elle-même qui n'est plus à l'abri. Je vais vous dire pourquoi. Le fait que Donald Trump ait frappé le Nigeria, dans la bêtise, dans la folie de Trump, il a ouvert la boîte du Pandore. En d'autres termes,
vous allez voir tout de suite que l'activité terroriste va commencer à baisser d'intensité dans le Sahel pour s'orienter vers où? Vers le Bénin, vers la Côte d'Ivoire, vers tous ceux qui ont un soutien direct avec les Américains. C'est quelque chose que nous avons dit il y a des années. Je dis, à un moment donné, les terroristes vont se chercher. Et s'ils ne savent plus où aller, ils vont se retourner contre leurs propres employeurs. Et croyez-moi, traverser le désert pour aller en Europe, les terroristes, ce sera un jeu facile pour eux. C'est pas ce que nous disons, mais les gens le savent. La CIA le sait, la NSA le sait, la DST le sait, la DGSE le sait. Ils savent tous. Cette frappe des Américains, que ce soit vrai ou faux. D'ailleurs, comme j'ai dit, la vérité n'a pas été établie. On ne nous a pas montré de corps de terroristes. On ne nous a pas montré de terroristes arrêtés en fuite. On ne nous a pas montré de destruction de biens des terroristes, parce que quand vous frappez un camp terroriste, vous avez l'habitude de voir ça dans notre télévision nationale. On vous montre les motos calcinées, les cacals calcinés, les blindés volés à nos forces calcinés. Vous voyez des corps déchiquetés, vous voyez des armes saisies, vous voyez des téléphones, vous voyez même des panneaux, vous voyez même des cuisiniers, vous voyez même du béton. Mais tout ça, rien, on n'a rien vu de tout ça. C'est quelle frappe ils ont fait? Parce que quand vous faites une frappe, il faut que les gens soient sur le terrain pour vérifier l'efficacité des frappes. Avec le Nigeria, on n'a pas vu. Ni, parce que les Américains ne vont pas envoyer leurs soldats sur le terrain. C'est le Nigeria qui devait envoyer. Mais pourquoi le Nigeria n'envoie personne sur le terrain? Posez-vous cette question. Pourquoi? Ça reste à vérifier. Maintenant, ici, le monsieur, il se présente comme celui qui plaide la cause des justes, des opprimés, des orphelins, des veuves. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On va revenir sur lui. Dico, je crois qu'on a beaucoup avancé en temps et nous sommes déjà lundi. Donc, non. Il a déjà une visibilité. Moi, je ne lui donne pas de visibilité. Je suis obligé de détruire le narratif ici. Je dis, on va parler de lui. On a déjà fait presque 2 heures d'émission. Je ne vais pas continuer. Je vais revenir à lui. Comme je l'ai dit pour Trump, je vais m'organiser, je vais venir à lui. Soyez certains, je vais le faire dans la courtoisie, dans le respect. Je ne vais pas lui manquer de respect, mais je vais le démonter. Moi, je l'avais toujours respecté en disant qu'il reste dans sa mosquée, c'est la seule place que Dieu lui a donnée. Mais s'il vient dans l'arène politique, il a parlé en Dula, moi je ne parlerai pas en Dula. Je vais parler en français propre et net. Et quand j'ai fini avec lui, là, il va savoir qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Cheikh Keïta au Mali. Ça, c'est une certitude. Alors, comme je l'ai dit en début d'émission, ceux qui sont intéressés par rapport à nos produits, ceux qui veulent nos produits, ceux qui ont... D'abord, vous n'avez pas besoin d'acheter mes produits parce que vous êtes malade. Mais ce que je demande à tout le monde, c'est de nettoyer son corps. Pour moi, c'est une obligation. De la même manière, vous lavez votre véhicule, vous nettoyez vos habits, vous repassez vos habits. Le corps a besoin de la même attention. On respire l'air qui est pollué. On mange la nourriture, le riz, l'engrais zombinidant. Pourquoi vous pensez que maintenant, en Afrique, vous ne voyez plus qu'on a beaucoup de personnes. Vous ne voyez pas qu'en Afrique, maintenant, on a plus de personnes avec le cancer en Afrique que chez les Blancs là-bas. Parce que la nourriture que nos hommes l'avons achetée, nos soi-disant importateurs d'Afrique, c'est la nourriture, c'est le riz avarié souvent, c'est des choses avariées. Les gens prennent, ils changent, ils mettent dans un nouveau sac là, un nouveau emballage, c'est propre, on vient, on achète. Dans quelles conditions? Donc vous avez besoin de nettoyer le corps. Même là-bas, vous avez besoin de nettoyer le corps. Vous avez besoin. L'environnement peut être pollué. Vous pouvez travailler avec des fumeurs, vous pouvez travailler dans un... En tout cas, peu importe, vous avez été victime de, comment on appelle ça, du Covid, ou pas victime du Covid. Ce que je propose, chacun doit nettoyer son corps et son système. Et c'est pas compliqué. La belle ivoirienne est là à cet effet. C'est à titre préventif. Vous l'achetez, vous entretenez votre corps. Beaucoup d'Ivoiriens disent qu'il franchement, on te connaît depuis les États-Unis, mais plus tu vieillis, plus
tu deviens plus beau, plus rayonnant, plus jeune. Mais parce que même aujourd'hui, là, il y a ma belle-sœur qui est venue à mon petit frère à la maison. Elle dit, ah, bon, vraiment, là, c'est compliqué d'être tes petits frères là, mais quand on les regarde, on ne dirait même pas que c'est toi le grand frère. J'ai dit, bon, d'accord, attends, on va partir et te donner. Eh, ils ont oublié. Eh, ça va dire, eh, mon mot, tu as oublié, j'ai oublié quoi? Elle dit, tu as donné l'argent, c'est vrai. Elle dit, j'ai oublié quoi? Elle dit, mon produit. Il dit, ah, d'accord, viens. Et puis, je lui ai donné ça, si. Elle était tellement contente et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, entretenez-vous, c'est important. Vous n'avez pas besoin d'être malade pour acheter, c'est ce que je dis. Maintenant, pour ceux qui sont malades, qui ne consulte personne, vous êtes malade, certainement votre médecin vous a déjà dit de quoi vous souffrez. Certainement votre médecin traitant vous a déjà dit ce qui ne va pas. Vous connaissez quelqu'un, vous avez un collègue, un voisin, un ami, un parent. Quand vous lui donnez le numéro, je vous en prie, donnez-lui avec un certain nombre d'informations minimales. Dieu est témoin. Toute la semaine jusqu'à hier dimanche, les rabais que j'ai faits, ça tourne autour de 3 à 4 millions francs CFA, de produits que j'ai donnés gratuitement. Donc je dis toujours, n'ayez pas peur qu'on appelle ça, de ce que je vous donne comme prix. Venez toujours à moi, ok, M. Keita, tu as donné, mais voilà, c'est tout. Je suis un être humain. Je suis pas Dieu, je suis pas insensible à vos problèmes. Dites-moi quel est le problème, c'est tout. Et puis, tout ce là, entre nos parents, et puis on règle. Et ce temps-ci là, je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il faut payer ça. Je fais une proposition, on dit, ah, M. Keita, j'ai dit, bon, tu discutes pas. Tu veux payer combien? M. Keita, ce que j'ai dit, ça. J'ai dit, dis-moi, j'ai dit, pourquoi tu es gêné? Et puis, quand on me dit, j'ai dit, d'abord, c'est ce que tu vas dire. C'est ce que tu as. La personne dit oui. J'ai dit, tu es sûr que ça suffit? Tu veux pas jubiler encore? Elle dit, ah, M. Keita, c'est bon. Il dit, bon, il faut payer. Elle dit, ah, il faut payer. Donc, des fois, j'aide et je donne. C'est pourquoi Dieu ne me laisse jamais dans la faim. Ni moi, ni mes enfants. C'est pourquoi j'ai dit, faites toujours crédit à Dieu. Donc, moi, ne vous dites pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non, non. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, venez à moi et dites ce qu'il y a. Ce que je peux faire, je le fais pour que vous soyez. Parce que je ne voudrais pas qu'on dise que, à cause du prix de mes produits, vous n'avez pas pu vous soigner. J'ai dit, c'est une femme, elle était tellement, elle dit, tu vas humilier, tu vas faire. J'ai dit, non, non, non. Je voudrais pas, quand je dis humilier, c'est pas mauvais. Je dis, non, non, je voudrais pas que tu penses que je t'empêche de me dire ce qu'il y a. S'il y a un problème, il faut me dire. Qui est sur la terre des hommes n'a pas de problème. On a tous des problèmes. Maintenant, venez à moi, dites ce qu'il y a. Si c'est honnête là, Dieu va me dire tout de suite, il faut faire ça. Mais si c'est manipulation là, quand tu finis, dis, mon ami, tu mens, tu payes, un point, c'est tout. Mais si c'est sincère, je dis, ok, fais ce que tu as dit, c'est tout. Donc, les prix, c'est pas compliqué. On va s'entendre. C'est jamais gâté, d'accord? Ne refusez pas de vous traiter parce que vous pensez que vous n'avez pas les moyens. En tout cas, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, peu importe, vous pouvez avoir le cancer métastasé, vous pouvez avoir toutes sortes de douleurs neuromusculaires, vous pouvez avoir une tumeur cancéreuse au niveau du sein, au niveau de la prostate, au niveau du col de l'utérus, au niveau du cerveau, au niveau de toutes les parties. C'est Dieu qui guérit. Keita vous propose les traitements. C'est Keita propose et Dieu dispose. Keita vous dit voilà le traitement et Dieu vous guérit à travers le traitement que Keita vous propose, c'est tout. Voilà. Donc, quel que soit votre état de santé, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, ne vous inquiétez pas. En tout cas, si Dieu dit que cette maladie-là, vous devez guérir, je vous jure, même si les médecins, les meilleurs médecins du monde disent qu'on ne peut pas guérir et que Dieu dit que vous allez guérir, vous nous contactez, on fera le maximum. Ce n'est pas nous. On vous donne ce qu'il y a et Dieu va agir dedans puisque c'est lui qui dit que vous allez être guéri. Donc, nous, on vous donne le traitement qu'il faut et lui, il agit pour que vous soyez guéri parce que c'est sa parole qui est en jeu maintenant. C'est pourquoi Dieu dit, il faut le mettre à l'œuvre. Et moi, je mets Dieu tous les jours à l'œuvre. Puisque la foi sans action est une foi vaine. Et tout ce que je fais, je pose toujours la question, est-ce que vous avez foi? Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous me dites, allez-y. Donc, peu importe, Dieu est là, il écoute tout le monde, il attend tout le monde. Si tu entends ma voix quelque part, quels que soient tes problèmes,
sors du noir, il faut me contacter. Tu connais quelqu'un qui est là, qui souffre, qui n'a pas les moyens, qui a besoin de... Mais c'est ainsi, je vois aussi des petits plaisantins qui viennent me dire, j'ai besoin d'argent, je veux faire business. Mon ami, 5 francs, je ne donne pas. C'est pas aussi facile. Moi, même si je suis assis sur milliard, je ne donne pas un centime. Il faut apprendre. Attends, tu veux qu'on te donne cadeau? Et puis tu vas faire quoi dans la vie? Tu vas passer ton temps à demander. Non. Je suis parti de zéro. On m'a traité de tous les noms. On m'a insulté, même devant mon fils. On m'a insulté. Il venait me rapporter, il faut laisser tomber. Les mêmes gens qui disent ça aujourd'hui, là, c'est les mêmes gens qui sont là, qui tapent à ma porte, parce que le temps était à notre nom de Dieu. Alors, si les petites difficultés, vous ne pouvez pas les supporter, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin, voilà, je ne te donne pas. Tu ne pouvez pas te fatiguer. J'aide ceux qui sont dans les besoins, en termes de santé, mais pas dilapider l'argent. J'ai pas fini d'aider les enfants des militaires qui sont morts sur le terrain. Pourquoi tu veux que tu donnes l'argent? Au moins, eux, là, c'est une bonne cause. Gros gars, là, tu fais rien. Gros gars, là, attends, mais c'est bon, je vais être ça, là. Gros gars, tu fais rien et puis tu veux qu'on te donne l'argent. Pourquoi te donner l'argent? Alors, donc, pour faire clair, il y a beaucoup de pathologies, je ne peux pas tout citer. Mais quelle que soit la pathologie, si elle est confirmée par un médecin à partir d'analyse, à partir d'examen, à partir des scanners, alors, si le médecin a dit, voilà, c'est tout, j'ai besoin d'une seule phrase. Qu'est-ce que le médecin a dit? Voilà ce qu'il a dit, c'est tout. Pas de document. Le document, c'est pour vous-même, c'est votre propre témoignage. J'ai juste besoin, voilà ce que j'ai depuis des années, ou bien voilà ce que le médecin a dit, c'est tout. Donc, le numéro, c'est simple, c'est le 223, 72, 77, 47, 88, 223, 72, 77, 47, 88. Il y a des gens qui continuent toujours d'aller sur l'ancien numéro, le 223, 72, 25, 70, 70. Je vous ai dit de quitter ce numéro. Vous venez sur le 72, 77, 47, 88. 223, 72, 77, 47, 87. C'est le seul numéro. D'accord? Voilà. Venez à moi avec des besoins précis, pas des petits plaisantins. Bon, il y en a qui rentrent aussi qui m'insultent à cause d'Arnaud, c'est pas grave. Ça, c'est leur problème. Moi, je m'en fous, j'avance. D'accord? Donc, on garde le contact. N'oubliez pas, vous êtes intéressé, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. Que Dieu veille sur chacun de vous, sur nos États, nos présidents, et que Dieu facilite le reste. Merci infiniment. Et bien évidemment, on va rentrer dans la nouvelle année, mais on n'est pas pressé. On a un petit temps encore. D'accord? Avant la nouvelle année. Donc, d'ici là, on sera encore ensemble, tout en espérant que chacun rentre dans cette nouvelle année avec de nouvelles dispositions. Donc, vous avez besoin des produits pour commencer 2026 dans les meilleures formes, parce que la compétition de 2026, elle sera dure, elle sera forte. Si vous n'avez pas le corps prêt, beaucoup vont vous laisser derrière et puis passer. Donc, soyez prêts, nettoyez-vous correctement, ça permet d'avoir une certaine longévité dans la santé. D'accord? Merci infiniment à toutes et à tous. On garde le contact et à très bientôt. Merci à tous. Voilà.